Nous allons clore ce chapitre en vous proposant ce dossier sur la personne de Mzee Laurent-Désiré Kabila, de l'ascension à une mort tragique. C'est le grand format de ce journal. Amaki Ewabora, province du Sud Kivu. Un homme orchestre, Laurent-Désiré Kabila, un idéal, le nationalisme, une lutte armée et une victoire pour le peuple et son soldat. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués à la nation d'abord. Laurent-Désiré Kabila décide également de porter son message à la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément, sans oublier des personnalités mondiales de premier rang, comme Feu le souverain pontife Jean-Paul II, sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais des Marbres. Le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Le peuple avait décidé de briser ce silence pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres, aux côtés du peuple congolais, pour rendre hommage à celui qui venait de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Herodia, l'un de ses vieux compagnons des luttes, semble l'avoir bien compris. Vous regardez que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Mumba avait commencé. Les idéaux de Laurent-Désiré Kabila qui prônaient l'autoprise en charge ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si le pays les observe, s'en approche ou s'en éloigne. 16 janvier 2001, décède Laurent-Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997. Il était surnommé Mzee, le vieux en langue swahili. Né en 1939, il est originaire de l'ethnie Luba dans le Katanga. Sa lutte politique débute dans les années 60 où il mène la lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs du parti Balubakat. Il intègre les milices de ce parti et se rallie à l'insurrection déclenchée par les Mobutistes en 1964.
Mais il va préférer durablement s'installer dans la guérilla du maquis durant une très longue période, une trentaine d'années, et sera toléré par le régime moboutiste. Mais à la faveur de la première guerre du Congo, la coalition Rwanda-Ouganda le place à la tête des AFDL. Mobutu Sese Seko est renversé en mai 1997. Après la fuite du dictateur, il se proclame président. Laurent Désiré Kabila prétendait n'avoir jamais été zaïrois. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps Rachidi Kassereka. Le docteur Machako Mamba, présent à cet instant, tentera vainement de le ramener à la vie. Le procès des auteurs présumés de l'attentat a été très contesté par la communauté internationale. 30 personnes seront condamnées à mort, dont le colonel Edi Kapinde. Cependant, à l'issue de ce verdict, on a affirmé aussitôt que l'enquête continuait. À sa mort, son fils Joseph Kabila est désigné par un groupe proche du pouvoir pour lui succéder. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo, l'un des pays d'Afrique les plus riches grâce à ses ressources naturelles, mais où la situation sécuritaire et politique est au bord de l'implosion. Des dizaines de groupes armés et des violences sans fin. La crise en RDC s'aggrave d'année en année. Mais les élections présidentielles du 23 décembre sont comme une lueur d'espoir pour la population. L'opposition entend bien chasser un président dont le mandat a pris fin il y a déjà 2 ans. Cependant, le chaos social empêche la tenue du scrutin. Une transition pacifique du pouvoir semble difficile. Où trouver les origines de la crise en RDC ? Que peuvent changer ces élections si elles ont lieu ? Quel intérêt la RDC présente-t-elle pour les grandes puissances ? Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Bob Kabamba Kazadi, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège. Monsieur Kabamba Kazadi, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que ces élections puissent enfin constituer un premier pas vers la paix en RDC ? On peut le penser, mais les enjeux liés au contexte politique de la RDC ne dépendent pas que des élections. Il y a malheureusement d'autres éléments qui interviennent pour que la paix puisse vraiment régner dans ce grand pays. Merci beaucoup, on approfondira tout à l'heure ensemble. Pour l'instant, la tenue même du scrutin est incertaine. Une mauvaise organisation pourrait le voir annulé. L'opposition tire la sonnette d'alarme. En République démocratique du Congo, l'état du réseau de transport est critique. Deuxième pays d'Afrique par sa superficie, elle ne compte qu'environ 3000 km de routes bitumées. La commission électorale possède seulement 150 camions et quelques avions pour assurer le vote à l'échelle nationale et installer des machines à voter. Ce nouveau dispositif des machines à voter est d'ailleurs une énième pomme de discorde entre le pouvoir et l'opposition qui les qualifie de machines à voler ou encore machines à tricher. Le 26 octobre 2018, des milliers de citoyens congolais sont même sortis dans les rues pour dire non à l'utilisation de ce système. Nous exigeons la mise à l'écart immédiate de la machine à voter du processus électoral en cours parce qu'interdite par la loi électorale et non prévue dans le calendrier publié par la CENI. Si ces machines focalisent les frustrations, les élections sont un véritable problème depuis longtemps et l'opposition considère l'actuel président Joseph Kabila comme seul responsable. Son ultime mandat présidentiel, d'après la Constitution, s'est achevé en 2016. Mais Kabila n'en finit pas de faire ses valises. Les autorités congolaises ont reporté les élections sous prétexte qu'il n'y avait pas de liste exacte d'électeurs. Ce n'est qu'en novembre 2017 que la commission électorale a fixé les dates définitives de la campagne présidentielle. Le compte à rebours est alors donc lancé. Les préparations pour la campagne présidentielle se font des deux côtés des barricades. Le président actuel renonce à une énième candidature sous pression de l'UE et des États-Unis. Mais il avance un dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary. Ce dernier se trouve sur la liste de sanctions de l'UE qui l'accuse de graves violations des droits de l'homme. Shadary nie en bloc et demande la levée des sanctions. Si le clan Kabila campe sur ses positions, l'opposition, elle, semble divisée à la veille du scrutin. Le 11 novembre, les leaders d'opposition congolaise se mettent d'accord sur un candidat commun, désignant Martin Fayulu. Mais à peine le document signé, 2 d'entre eux
se retirent de l'accord pour suivre leur propre chemin. C'est Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. La coalition se fissure. Les chances de Fayulu de l'emporter fondent comme neige au soleil. Finalement, la commission électorale enregistre 21 candidats. Le mandat du futur chef d'État sera des plus complexes. Selon les rapports de l'ONU, la RDC serait en train de plonger dans une crise humanitaire d'une gravité exceptionnelle. Plus de 70 groupes armés sévissent aujourd'hui dans le pays, mais certains d'entre eux ne contrôlent qu'une partie du territoire. Les plus connus sont les Maï Maï, les Nyatura et Mazembe. Une situation complexe encore renforcée par la présence de formations armées d'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Ces dernières sont arrivées dans les années 90 et restent actives. Pour la période de l'été 2018, l'ONU fait état de meurtres d'au moins 347 civils, dont 31 femmes et 58 enfants. Le nombre de personnes déplacées en interne atteint les 3,8 millions d'individus. La présence de ces groupes armés rappelle amèrement les origines de la crise. 1994. La guerre civile au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus touche à sa fin. Des milliers de réfugiés s'installent alors dans l'est du Zaïre, ancien nom de la RDC, la République démocratique du Congo. Cet exil massif aggrave encore la situation d'un pays déchiré depuis longtemps par les tensions ethniques. En 1996, des groupes armés reçoivent le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ces rebelles prennent le contrôle des villes les unes après les autres. En mai 1997, ils entrent dans la capitale, Kinshasa, pour renverser le régime du dictateur du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Le leader des rebelles, Kabila Père, se proclame président et rebaptise rapidement le pays. La première guerre du Congo est finie. La paix s'installe, pas pour longtemps. En juillet 1998, Kabila déclare son intention d'expulser tous les conseillers militaires étrangers du pays. Problème de taille, il s'agit principalement des Tutsis à l'aide desquels il est arrivé au pouvoir. Furieux, le 2 août 1998, un groupe militaire Tutsi se révolte donc et prend le contrôle de Goma, dans l'est du pays. C'est le début de la deuxième guerre du Congo, connue comme la Grande Guerre d'Afrique. Quelques jours plus tard, il se dirige déjà vers Kinshasa. Le président Kabila sent le danger et utilise les Hutus contre les Tutsis. Les ennemis du passé sont à nouveau face à face et les autres groupes armés ne font qu'empirer les choses. Massacres des civils, viols collectifs et nettoyage ethnique ont lieu dans tout le pays. Vers la fin de l'année 1998, le conflit militaire dans la RDC prend une nouvelle ampleur. Le gouvernement obtient le soutien de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie, du Soudan et du Tchad. Le mouvement rebelle est lui aussi soutenu par le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le parti d'opposition angolais, l'UNITA. Les interventionnistes cherchent non seulement à promouvoir leurs intérêts politiques, mais aussi à prendre contrôle des richesses naturelles de la région. Un premier pas vers la paix est cependant réalisé en juin 1999. À l'aide de l'ONU, toutes les parties impliquées dans le conflit signent une trêve. Un mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies envoie une mission spéciale au Congo, la MONUSCO, pour stabiliser la situation dans le pays. C'est la plus grande et la plus chère des missions de l'ONU, toujours en opération de nos jours. Toujours brûlant, le conflit se poursuit avec l'assassinat du président Kabila en 2001. Son fils Joseph, arrivé au pouvoir, déclare alors son intention de mettre un terme à la guerre. En 2002, de nombreux traités de paix sont signés. Et en décembre 2002, l'opposition et le pouvoir s'accordent pour organiser des élections présidentielles et législatives. Cela met un terme à une guerre qui a coûté la vie à plus de 4 millions de personnes. Ce conflit est devenu le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette histoire douloureuse et une pauvreté généralisée, la RDC est assise sur un tas d'or. L'uranium et surtout le cobalt y abondent. Le cobalt est en effet une ressource cruciale à notre époque. Smartphones, ordinateurs portables, voitures électriques, le cobalt se retrouve dans toutes les batteries. Et près de 60% de la production mondiale provient du Congo. Depuis 2000, le prix du cobalt a été multiplié par 20. Son commerce est de plus en plus lucratif et le leader de l'industrie est déjà défini. La Chine domine l'industrie congolaise et mondiale de cobalt. 77% de tous les composés de cobalt au monde sont produits par des sociétés chinoises. Pour s'implanter en RDC, la Chine a d'ailleurs usé de sa puissance économique. Sur 6 milliards de dollars d'investissement direct au Congo, Pékin a dépensé plus de 400 millions pour construire des routes, des hôpitaux et d'autres infrastructures. Amazon, Apple, Tesla, Samsung, Volkswagen et LG dépendent tous aujourd'hui du cobalt chinois. Une situation que Washington veut voir évoluer en sanctionnant le président congolais et en soutenant les candidats d'opposition aux élections. Une transition politique pacifique est aussi impérative pour inciter la croissance économique et les investissements. La RDC a les plus grandes réserves de cobalt au monde, sans parler du cuivre, de l'uranium, du tantal, du tungstène, de l'étain, des diamants et de l'or.
Un grand nombre de ces minéraux sont cruciaux pour l'industrie américaine. Mais tout le cobalt congolais ne provient pas de mines industrielles. Entre 17 et 40% est extrait à la main par des mineurs artisanaux, les creuseurs. Parmi eux, de nombreux enfants. Selon l'UNICEF, en 2012, 40 000 enfants travaillaient dans les mines, ne serait-ce que dans la partie sud du pays. Malgré les alertes lancées par Amnesty International et plusieurs enquêtes, cette industrie ne cesse de croître au Congo. Ces élections montreront si le nouveau gouvernement est prêt à faire évoluer ce secteur sensible mais meurtrier. Car cette situation nuit aux intérêts des compagnies occidentales et chinoises, mais aussi à ceux de nouveaux arrivants tels que la Russie. Car Moscou n'est pas inactif au Congo. Sa proposition, la coopération militaire. Le Parlement de Kinshasa a adopté en juin 2018 un accord prévoyant des livraisons d'armes russes, des missions de conseil et la formation de militaires. Mais l'activité russe se limite-t-elle à ces missions ? Nous notons de bonnes perspectives pour le développement d'activités communes dans les domaines de l'exploitation de ressources minières, de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. Les intérêts stratégiques des grandes puissances aident-ils l'économie congolaise ou ne font-ils qu'accroître sa dépendance? Pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette partie du monde, nous rejoignons Bob Kabamba Kazadi, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège. Monsieur Kabamba Kazadi, pensez-vous que les élections en RDC auront bien lieu ce 23 décembre? Et si oui, selon vous, qui a le plus de chances de l'emporter, Emmanuel Ramazani Shadari ou un candidat d'opposition? La date du 23 décembre 2018 va être très difficile à tenir pour pouvoir organiser les élections ce jour-là. Il y a encore plusieurs problèmes qui se posent pour permettre à ce que ces élections se fassent dans les meilleures conditions. La RDC a refusé d'avoir l'aide de tous les autres pays étrangers et a voulu organiser elle-même ces élections. Malheureusement, ce pays n'a pas les moyens de pouvoir les organiser correctement. Ainsi, on doute très fort que, faute de moyens, non seulement des moyens financiers, mais aussi des moyens logistiques, que la CENI, donc l'administration électorale du Congo, puisse être à mesure d'organiser ces élections le 23 décembre. Néanmoins, maintenant, on a deux candidats pour répondre à votre question. On a d'une part un candidat qui s'appelle Emmanuel Shadari, qui est soutenu par le pouvoir, et on a de l'autre côté un autre candidat qui vient d'être désigné, qui s'appelle Fayulu, qui va représenter l'opposition. Entre les deux, ça va être, dans le contexte congolais, une guerre entre, d'une part, un candidat qui vient de la partie ouest du Congo et une guerre contre la partie est du Congo. Et dans cette guerre, on va voir ce que le centre du Congo va pouvoir décider. Dans l'état actuel de choses, on peut penser que la partie est pourrait gagner, mais néanmoins, du fait que le candidat de l'opposition, Fayulu, bénéficie quand même de l'appui de plusieurs candidats, et aussi bénéficie quand même du climat anti-Kabila qui règne actuellement en RDC, on peut imaginer que le candidat Fayulu peut remporter ces élections si elles sont organisées effectivement le 23 décembre de cette année. D'accord. Même si le président sortant se trouve sous le feu de critiques en ce moment pour être resté aussi longtemps au pouvoir. Il a tout de même réussi à éviter une nouvelle guerre dans le pays. Le passage du pouvoir aux mains d'un autre camp pourrait-il ranimer les conflits ? Le passage vers un autre camp peut effectivement ranimer les conflits, parce que tout simplement les conflits ne sont pas encore terminés en RDC. Toute la partie Est est encore en proie à des groupes armés non contrôlés. Si on part de la frontière du Sud-Soudan, frontière ougandaise, frontière rwandaise, frontière burundaise et même à la frontière tanzanienne, il y a encore des groupes armés qui continuent à pouvoir à être actifs dans cette partie du pays. Et donc les populations de l'Est continuent toujours d'être victimes de ces violences, de ces groupes. Et de plus en plus, les populations de l'Est disent justement que s'il y a cette insécurité, c'est le fait du pouvoir et pas nécessairement l'effet de ces groupes armés, puisque le climat de violence et des groupes armés retarde les élections. Et retarder les élections veut dire aussi que le pouvoir actuel, le Kabila actuel, reste encore au pouvoir jusqu'à ce que ces élections soient organisées. Et c'est ça qui bénéficie aux candidats de l'opposition. Et le changement de camp ne va nécessairement pas dire que fin de la guerre, fin de ces différents conflits qui existent dans l'Est et aussi qui a été aussi dans le centre. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même des massacres dans le centre du pays avec un certain Kamuya Sapu qui a eu plusieurs millions de personnes qui ont dû fuir leur village et il y a eu aussi plusieurs centaines de morts que l'ONU a dénombrées dans cette partie du Congo, la partie centrale.
Si c'est possible, très brièvement, selon vous, quelles conditions doivent être réunies aujourd'hui pour que le scrutin soit tenu dans les plus brefs délais? Dans les plus brefs délais, il faudrait que la communauté internationale se mobilise, d'une part via l'ONU qui est présent, de pouvoir apporter l'appui logistique, mais aussi l'appui et l'expertise pour qu'il y ait une garantie et aussi l'émission d'observation internationale pour pouvoir garantir que le scrutin se passe véritablement dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, la RDC et ses ressources naturelles sont l'objet d'une lutte d'intérêts entre les États-Unis et la Chine. Quel candidat dispose du soutien de Washington et de Pékin? Dans l'état actuel des choses, on peut dire de manière très claire, puisque le candidat de la majorité a été sanctionné par l'Union européenne, donc je verrais mal ou la Chine ou les États-Unis appuyer un candidat qui est sanctionné par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il reste l'autre candidat de l'opposition et qui est soutenu par beaucoup de pays limitrophes, notamment on parle de l'Angola qui apporte son soutien au candidat de l'opposition, donc on peut penser de manière très claire que le candidat de l'opposition pourrait bénéficier de cet appui de la communauté internationale pour véritablement amener une alternative au Congo et aussi une meilleure gestion, une meilleure gouvernance dans la question minière. Pour vous, comment installer une paix durable en RDC? Pensez-vous que l'aide des pays intéressés par les ressources naturelles du pays pourrait rendre la situation plus stable ou ne font-ils que compliquer la situation? Je pense que l'intérêt peut être rendre la situation plus stable, puisque dans le commerce international actuellement, on ne veut plus travailler, on ne veut plus commercer, on ne veut plus exploiter dans des pays qui sont l'objet des droits de l'homme, violation des droits de l'homme, dans des pays où se pratiquent des massacres, dans des pays où il n'y a pas la liberté d'expression. Beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises ne veulent plus travailler avec des pays qui sont hors système. Et il faut que le pays soit dans le système et surtout que pour l'instant, on a besoin du cobalt qui se trouve essentiellement au Congo et ce cobalt qui est important pour les industries futures des prochaines générations. Il va de soi qu'on a besoin d'avoir un Congo stable. Merci beaucoup, monsieur Bob Kabamba Kazadi. Je rappelle, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Liège. Merci encore d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France. Oui, Laurent attend qu'elle m'a monté. Non, non. Papa.
Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Comment on est? Bon, comme on a Carlos Calamata. C'est mon nom. Bon, et c'est mon nom na premier tour biso lala na banda koute parce que ba yebi positioni to zango vis-à-vis na Joseph Kabila Kabange. Je suis au regret de dire à notre peuple et à la communauté internationale que je ne peux pas accepter ces résultats qui sont loin de refléter la vérité des urnes. Je prends l'engagement d'user de toutes les voies légales pour faire respecter la volonté de notre peuple. On est en train de brûler des maisons, des à Bouta aussi. Joseph Kabila, 47 ans, a passé plus de 17 années à la tête de la République démocratique du Congo. Il aurait dû quitter le pouvoir fin 2016 lors d'une élection qui n'a pas eu lieu. 5 choses à savoir sur Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans, après la mort de son père, assassiné par un de ses agents de sécurité. Le jeune homme, taiseux et inexpérimenté, est désigné président par l'entourage du Mzé. 17 ans plus tard, celui sur lequel personne ne pariait est toujours à la tête de la RDC. Joseph Kabila arrivait au terme de son mandat le 19 décembre 2016. Il est resté au pouvoir 2 années de plus, suscitant la colère de la rue, des manifestations qui ont fait des centaines de morts dans des affrontements avec la police. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Pour le scrutin prévu le 23 décembre prochain, Joseph Kabila s'est choisi un dauphin sur mesure, Emmanuel Ramazani Shadari, 57 ans, sous le coup de sanctions de l'Union européenne. Mais celui qui se fait appeler le Raïs disposera d'un statut de sénateur à vie et s'est aménagé un poste de président à la tête de son parti. Début décembre, il a déclaré ne pas exclure de se représenter aux élections de 2023. Why don't we wait for 2023? Ruling out in politics in life. In fact, you shouldn't rule out anything because everything is possible. Joseph Kabila est né en 1971 à Ewa Bora, dans le maquis animé par son père, Laurent Désiré Kabila, le long du lac Tanganyika. Il est contraint dans les années 80 de vivre dans la clandestinité, en Tanzanie, sous un nom d'emprunt, ce qui occasionnera de tenaces rumeurs sur sa filiation avec Laurent Désiré Kabila. Son père est alors à la tête d'une étrange rébellion dans l'est de la RDC, un temps fréquenté par Che Guevara. En 1996, une offensive régionale parrainée par le Rwanda se prépare pour faire tomber le dictateur Mobutu. Il fallait un Congolais. Laurent Désiré Kabila est choisi. Joseph poursuit ensuite sa formation militaire en Chine. À son retour, il prend la tête de l'armée congolaise avec le grade de général de division. Quand Joseph Kabila arrive pour la première fois à Kinshasa, c'est sous la protection très rapprochée d'un officier rwandais, James Kabarebe, chef d'état-major de Kabila père, qui a formé Joseph aux armes pendant la chute de Mobutu. Mais l'idylle tourne court. En 1998, Laurent Désiré Kabila rompt avec le parrain rwandais, par la suite accusé à de multiples reprises d'armer des rébellions dans les Kivu, à l'est de la RDC. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région. Entre mars 2016 et fin 2017, plus de 3000 personnes sont mortes au Kasaï, région du centre du pays,
historiquement dans l'opposition, et plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées. 80 fosses communes ont été découvertes par les agents de l'ONU. Les plus graves atrocités ont été commises par les forces gouvernementales. What our investigators gathered on the ground were many accounts of the Congolese army, the Congolese National Police and local administrators working in conjunction with this newly created militia, the Banamura, in attacking villages, often along ethnic lines. Pour sa propre sécurité, Joseph Kabila bénéficie, lui, de la protection de 40 000 gardes présidentiels. Joseph Kabila possède plus de 71 000 hectares de terres agricoles. Selon une enquête de Bloomberg, avec sa femme, ses 2 enfants et 8 de ses frères et sœurs, il a des participations dans au moins 70 entreprises du pays. La famille est présente dans tous les secteurs: banque, agriculture, distribution de carburant, transport aérien et bien sûr dans le secteur minier. Le clan Kabila contrôlerait plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre ou de cobalt. Ce sont par exemple 2 entreprises familiales qui possèdent le permis d'exploiter des gisements de diamants sur plus de 700 km le long de la frontière avec l'Angola. On lui reproche également d'avoir vendu des concessions minières à des sociétés offshore à des prix défiant toute concurrence. Le 23 décembre, Joseph Kabila devrait céder le pouvoir et a dit vouloir prendre du temps pour s'occuper de ses fermes. Mais il ne sera pas en congé de son pays. Militaire dans l'âme, Joseph Kabila est en réserve de l'armée et se dit prêt à servir la nation en cas de besoin.